C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Alors que jusqu'à présent, aucun cas n'a encore été décelé sur le territoire israélien, la psychose du coronavirus est en train de s'installer en Israël, on peut dire avec l'aimable contribution du ministère de la Santé publique. En effet, ce matin, tous les quotidiens israéliens mentionnent en première page, avec plus ou moins d'intensité, ou plutôt plus que moins, les dernières directives annoncées hier soir à l'attention des Israéliens qui reviennent non pas de Chine, car cela va de soi, mais également d'autres pays asiatiques dans lesquels le virus menace de se propager, comme par exemple la Thaïlande, Hong Kong, Singapour et Macao. Désormais, ces Israéliens doivent absolument, dès leur arrivée en Israël, se placer en quarantaine et ne pas sortir de chez eux. C'est l'annonce que fait ce matin en une le Haaretz, en précisant que sur recommandation du ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur impose ces restrictions draconiennes. Les médias précisent également que l'entrée du territoire israélien a été interdite aux citoyens de ces pays. Israël face au défi du coronavirus, titre ce matin le Israël Hayom, qui annonce que la santé publique israélienne se prépare au rapatriement des 12 Israéliens qui étaient à bord du Diamond Princess, qui sont toujours à bord du Diamond Princess, ce paquebot contaminé qui devrait être libéré de leur assignation à résidence, et l'on peut dire après 2 semaines d'isolement forcé. La manchette du Yediot Aharonot, elle, est plus impressionnante ce matin. Alerte au corona, titre le grand quotidien en première page, avec un fond noir et une couleur rouge très vive. Le journal revient aussi sur l'acheminement du Japon vers Israël des 12 Israéliens qui sont donc jusqu'à présent au sein de ce paquebot contaminé, mais il se fait également l'écho de ce qu'il appelle le balagan en Israël. Un balagan donc provoqué, selon lui, par les dernières décisions du ministère de la Santé. Il met en évidence le problème déjà souligné dès hier soir par les journaux télévisés des grandes chaînes. Comment peut-on se mettre en quarantaine soi-même après avoir pris les transports en commun, ne serait-ce que pour aller de l'aéroport Ben Gurion jusqu'à son domicile. Et la psychose est telle que le journal nous parle de la manière dont les Israéliens revenus d'Extrême-Orient vont pouvoir ou ne pas pouvoir voter le 2 mars prochain, puisqu'ils devraient être en quarantaine. Enfin, dernier titre peu rassurant dans le Yediot Aharonot, attention, le coronavirus est là pour rester jusqu'en 2021, titre le journal qui cite des estimations des experts de la santé publique en Israël. Alors que je vous le rappelle, de facto, encore une fois, le coronavirus n'est pas en Israël, puisqu'aucun cas n'a été recensé dans le pays. Il faut bien avouer qu'à la lecture de ces informations plutôt alarmistes et au vu du volume d'articles consacrés au coronavirus ce matin dans la presse israélienne, on a parfois l'étrange sentiment que les quotidiens israéliens finalement ne seraient pas contre la découverte d'un cas, afin de mettre un petit peu plus de piment dans leur reportage. En page 3, le Yediot Aharonot, lui aussi, nous fournit les données réactualisées de cette épidémie. 71 000 cas recensés en Chine, 892 en dehors de Chine, 1775 morts, dont 105 au cours de la dernière journée. Le virus se serait propagé dans 29 pays. Et puis en page 5, le quotidien publie du témoignage, il parle du témoignage émouvant de la fille d'un couple d'Israéliens qui a été contaminé à bord du Diamond Princess et qui est actuellement en quarantaine dans un hôpital de Tokyo. Il serait, selon elle, jeté même dans une sorte de hangar dans cet hôpital. Rapatriez-les en Israël, demande cette jeune femme, leur fille. Et une page plus loin, le Yediot Aharonot parle, je cite, de la vengeance des autorités thaïlandaises à la suite de l'annonce faite par les Israéliens hier. La Thaïlande a mis en garde ses résidents afin qu'ils ne se rendent pas en séjour en Israël. Au bout du compte, le Yediot Aharonot résume assez bien la situation en titrant « Attention, on redoute la contamination du virus le plus grave actuellement, celui des fake news ». La campagne électorale maintenant, dans 2 semaines, à la même heure, on saura qui a remporté les élections pour les élections législatives pour la 23e Knesset, qui les a perdues, et même si l'impasse politique au lendemain de des derniers scrutins, eh bien, risque de se poursuivre. Les quotidiens israéliens nous fournissent ce matin en vrac plusieurs informations importantes. Le Maariv fait le follow-up d'un sondage qui a été diffusé hier soir sur la chaîne 13, un nouveau sondage qui fait état d'un écart légèrement grandissant en faveur de bleu-blanc sur le Likoud, 36 pour le parti de Benny Gantz contre 33 pour celui de Netanyahou. Le bloc bleu, blanc et gauche se renforce à 58 mandats avec le soutien des Arabes israéliens, tandis que le bloc de droite orthodoxe n'obtient que 54 mandats. Et toujours Avigdor Lieberman
et son parti Israël Beiteinu qui font le balancier. Le Yediot Aharonot, le Israël Hayom mentionne en première page l'existence d'une organisation intitulée l'Alliance israélienne qui officiellement appellerait les Israéliens à aller voter le 2 mars prochain, mais qui en coulisses prônerait et agirait en faveur d'une victoire de la gauche israélienne. Le Israël Hayom se fait également l'écho d'une annonce faite hier par Benny Gantz. Bleu Blanc s'engage à une éducation gratuite pour les plus petits sur le compte des yeshivot, a dit le patron de Bleu Blanc, et cela fait dire ce matin à Chaim Schlein que la haine que voue la gauche à Binyamin Netanyahou est plus grande encore que son amour pour la patrie. Fin de citation. Le Israël Hayom mentionne également l'existence d'une pétition signée par 120 professeurs des universités israéliennes qui demandent au président de l'État Reuven Rivlin de prendre soin, au lendemain des élections, de maintenir intacte la présomption d'innocence de M. Netanyahou, en particulier lorsqu'il devra décider à qui il confie le soin de former un prochain gouvernement. Le Yediot Aharonot, lui, se penche sur la campagne que le Likoud a décidé de mener contre la participation d'Otzma Yehudit aux élections. L'objectif est d'exercer un maximum de pression sur le parti de la droite radicale afin qu'il se retire de la compétition et ne fasse pas perdre quelques dizaines de milliers de voix inutilement à la droite israélienne. Dans tous les sondages de ces dernières semaines, cette formation ne passe pas le seuil d'éligibilité, mais elle fait perdre 2 mandats précieux à la droite. Et puis tous les quotidiens et les médias israéliens nous indiquent que la Knesset, réunie hier en session extraordinaire, a validé l'immunité parlementaire accordée à l'ancien ministre des Affaires sociales, Chaim Katz. Mais la chaîne 12 a rappelé que selon la loi, cette immunité ne sera valable que jusqu'aux prochaines élections, c'est-à-dire pendant seulement 2 semaines. Et puis le Maariv se fait l'écho d'une polémique en marge de la campagne électorale entre le parti Chasse et la mouvance sioniste religieuse. En effet, il s'agit d'une polémique autour du poste de grand rabbin Ashkénaze de Jérusalem. Ce poste est occupé par le grand rabbin Aryeh Stern, qui appartient à la mouvance sioniste religieuse, mais le mandat officiel du Rav Stern touche à sa fin. Au sein du parti Chasse, on voudrait qu'il ne soit pas prolongé. Conséquence de cette tension, le président du conseil religieux de Jérusalem, Yoshua Ishai, qui est proche de Chasse, a pris arbitrairement la décision de changer les serrures du bureau du Rav Stern. Ainsi, hier, lorsque celui-ci est arrivé à son bureau, il a constaté qu'il ne pouvait y entrer. Le ministre des Cultes, Yitzhak Waknin, qui est lui-même du parti Chasse, a été informé de la chose. Il a finalement blâmé le président du conseil religieux et a téléphoné au Rav Stern pour s'excuser. Le Yediot Aharonot mentionne en première page ce matin la mobilisation de Maya, la veuve du lieutenant-colonel Emmanuel Moreno, Zichrono Livracha, qui a été tué, vous le savez, lors d'une opération audacieuse au Liban à la fin de la seconde guerre du Liban 2006. Maya Moreno a décidé de se mobiliser aux côtés des familles d'Adar Goldin et Doron Shaoul afin de faire pression pour que les corps des 2 soldats détenus par le Hamas puissent être restitués et rapatriés en Israël au plus vite. Si Emmanuel était vivant, il aurait parcouru le monde pour les ramener à la maison, a-t-elle déclaré. Je vous rappelle qu'Emmanuel Moreno, qui était d'origine française, est considéré comme l'un des plus courageux soldats de l'histoire de l'État d'Israël et que pour des raisons de sécurité, son visage reste inconnu de l'immense majorité des Israéliens. Et puis le Israël Hayom nous annonce ce matin la fin de la saga Ron Kobi, du nom du maire déchu de Tibériade. Il s'avère que son limogeage a été confirmé définitivement hier. Au cours de l'année écoulée, Ron Kobi a surtout fait parler de lui pour son combat mené ouvertement et parfois avec une vive violence verbale au moins contre les orthodoxes en général, contre Ariéderi en particulier. Les opposants à Kobi à Tibériade, et ils sont nombreux, ont émis l'espoir que cette décision allait permettre d'ouvrir une nouvelle ère, une nouvelle page dans la ville bordée par le lac de Tibériade, un lac dont le niveau d'ailleurs ne cesse d'augmenter ces derniers jours. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.